Salut à tous, si vous nous rejoignez, c'est un coup de pouce un petit peu particulier parce que d'habitude nous mettons en valeur les entrepreneurs Olim, les nouveaux immigrants, mais là pour le coup c'est un projet que nous allons mettre en valeur, un projet pour redonner leur place aux Éthiopiens qui nous ont rejoints en Israël et dont les histoires sont méconnues, mal connues, eux qui n'ont pas osé parler comme les rescapés de la Shoah, qui n'ont pas raconté leur histoire, et bien d'autres Olim Khadashim, enfin plutôt Olim Batikim, leur ont tendu la main avec ce projet Si pour Olim pour raconter ces histoires que peu de gens connaissent. Pour en parler, aujourd'hui avec nous, Nadine Cohen. Bonjour Nadine. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi. Voilà, alors vous êtes en Israël depuis 1984 et puis il y a 20 ans vous avez créé une entreprise d'informatique, en tout cas de vous donner dans le cadre de laquelle vous donnez des formations bureautiques, et c'est comme ça que vous avez rencontré de près pour la première fois des Éthiopiens. Oui, c'était il y a 15 ans à peu près. J'ai organisé un cours de formation. Il faut parler bien près dans le micro, voilà. J'ai organisé un cours de formation et les participants étaient tous des jeunes d'origine éthiopienne. Et je leur ai donné un exercice pour s'entraîner au traitement de texte. Exactement. Mm-hmm. Et l'exercice était d'écrire une histoire qui était liée à leur alia. Et alors là, il faut que je précise, je ne connaissais rien de l'histoire des Juifs éthiopiens, ni de leur alia. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. On s'est complètement coupé de la réalité dans laquelle on était, et on est reparti ensemble en Éthiopie, dans une ambiance très particulière. J'ai lu chaque histoire qui était passionnante. Vous avez découvert un monde. J'ai découvert un monde, complètement. Ouais, parce qu'on oublie que les Éthiopiens qui sont montés en Israël ont beaucoup souffert. Ils ont souffert surtout au moment de leur alia. Ouais. Et je ne connaissais pas du tout. Et puis, c'était aussi des histoires même de leur vie en Éthiopie qui étaient passionnantes parce que c'était une vie complètement différente de celle que nous, on connaît. Et ce n'est pas que de la souffrance, c'est aussi la vie de tous les jours qui était intéressante. Et je leur ai demandé à la fin de ces histoires, qui la plupart étaient assez terribles quand même, s'ils avaient raconté ça aux GAN. Et elles m'ont dit non. Je leur ai demandé s'ils avaient raconté ça à leurs enfants. Ils m'ont dit non. Alors je leur ai demandé, mais à qui avez-vous raconté vos histoires? Ils m'ont dit, on n'a raconté ça à personne. Pourquoi? Parce que personne ne peut nous comprendre, parce que personne ne veut nous entendre? Non, parce qu'on ne raconte pas. Ok, parce que dans la culture éthiopienne, on ne raconte pas? Je ne sais pas si c'est dans la culture éthiopienne ou si c'est un petit peu compliqué à savoir l'origine du fait qu'ils n'ont pas raconté. Les gens qui travaillent avec des juifs d'origine éthiopienne disent qu'on ressent le même phénomène qu'avec les rescapés de la Shoah. Après un traumatisme, c'est difficile de raconter. Et puis je pense qu'au niveau culturel, on ne racontait pas beaucoup non plus. Alors, vous vous retrouvez avec toutes ces histoires, vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, bon an, mal an, parce que il faut aussi gagner sa vie. Ici, c'est pas simple. Le projet est resté dans votre esprit. On va dire ça comme ça. Ça s'est pas vraiment concrétisé. Exactement. En fait, j'avais envie de faire quelque chose parce que je me suis dit vraiment, ces histoires c'est un trésor et il faudrait faire quelque chose. Et on n'a rien fait. Enfin, je n'ai rien fait jusqu'en mai 2015. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mai 2015? Alors, en 2015, si on se souvenait bien, il y a eu des manifestations des Juifs éthiopiens à la suite de l'assassinat d'un Éthiopien par la police. Par la police israélienne. Par la police israélienne, encore un Éthiopien, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de bavures, comme on dit. On ne sait pas si c'est des bavures, on ne sait pas si c'est du racisme, enfin, c'est plutôt un mélange de chaque chose, oui. Mm-hmm. Et il y a eu des manifestations très violentes, des manifestations à Tel Aviv, violemment réprimées, qui ont été très violemment réprimées. Et là, par contre, tout d'un coup, tout ce qui m'était arrivé à Sderot m'est revenu à l'esprit. Je me suis dit, mais il faut absolument faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'était comme une injustice, comme quelque chose de pas normal qui arrivait à ces gens qui avaient déjà souffert. C'était quoi? D'abord, tout ce problème au niveau du racisme, comme beaucoup de gens qui sont venus de France, je pense qu'on a quand même une sensibilité un peu particulière, antiraciste.
On ne se voit pas obligatoirement supérieur à d'autres gens. Moi, je pense que j'ai reçu une éducation où on donnait la place à chacun. Et c'est vrai qu'en Israël, on peut dire que c'est une société qui a des cases racistes très développées. Pas racisme, mais disons que j'irai pas jusque-là moi, mais je dirais plutôt on met les gens avec des étiquettes. Il faut des étiquettes ça, pour c'est tout le clair. monde. Et ça, c'est compliqué. Et parfois, ça se... Mais disons que j'étais pas consciente parce que je pense réellement ne pas être raciste du tout. Et en côtoyant les Éthiopiens, j'ai vraiment découvert un racisme quotidien dont on n'a pas conscience quand on n'est pas proche d'eux. Ils sont arrêtés. Ils ont souffert. Récemment, même la ministre Ayelet Shaked a reconnu qu'on leur ouvrait des dossiers bien plus facilement qu'à d'autres jeunes. Enfin, on les cherche. Il y a quelque chose qui est reconnu en Israël aujourd'hui. Et donc, à la suite de ces manifestations, j'ai parlé à des amis de l'idée de mon projet qui était, au départ, de donner des outils informatiques, digitaux, pour leur permettre de raconter eux-mêmes l'histoire de leur alia et de leur klita, mais par eux-mêmes. Pas que quelqu'un raconte. Pour eux, mais qu'eux-mêmes se prennent en main et racontent leur histoire. Voilà. Et des instruments pour le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Alors, d'abord, j'ai réussi à réunir autour de moi 7 personnes. 7 personnes qui, chacune, est compétente et spécialiste dans un domaine, que ce soit dans les réseaux sociaux, un webmaster. Je dois souligner aussi la présence de deux Éthiopiens. 2 Éthiopiennes avec nous, Dr Wobit Mangesto, qui est docteur en sciences de l'éducation, et Eden Elias, qui, elle, est une jeune Éthiopienne, jeune Israélienne d'origine éthiopienne, première génération née en Israël, qui fait partie de notre groupe. Je vais pas citer tout le monde parce que j'ai une grande équipe, mais je veux aussi citer Dr Rivka Hillel Lavian, qui est spécialiste et dans le Chinour Meyuchad, l'éducation spécialisée, et aussi mène le domaine de Photo Voice en Israël. Ça veut dire raconter son histoire à travers des photos. Faire parler les photos, en fait, en gros. Ça aide. Oui, faire s'exprimer par l'intermédiaire de photos. Okay. Alors, vous avez monté cette équipe, vous avez fait des tas de choses parce que ça a marché, mais vous étiez tous bénévoles. Oui, on était tous bénévoles. Donc, vous avez réussi, avec, je crois, le Matnas de Ramleh, à faire en sorte que ces gens se racontent, que des histoires existent, soient publiées. Vous avez même fait un film qui a été montré, je crois, à 30 000 écoliers en Israël. Donc, vous avez un peu fait bouger les choses. C'était très nouveau, ça n'existait pas. Oui, quand on a commencé, ça n'existait pas encore. Après, vous avez été rejoint par d'autres associations, j'imagine, qui travaillent beaucoup avec les Éthiopiens. Dans le domaine des Éthiopiens, ce qu'on a fait, ça n'a pas été copié, mais il y a plusieurs projets qui existent aujourd'hui en Israël. Ce qui est particulier dans notre projet, c'est pas seulement le résultat, l'histoire, mais c'est le fait d'en parler. C'est le processus. C'est le processus, et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui a été très très fort. Et on a travaillé avec des groupes de femmes qui n'arrivaient pas au début à parler ensemble. Alors, c'est des femmes qui se connaissaient dans la vie ? Oui, c'est des femmes qui étaient voisines ? C'était un groupe de femmes à Ramleh qui se connaissaient depuis 8 ans, qui se voyaient toutes les semaines. D'accord. Et qui n'avaient jamais parlé de leur alia ensemble. Ni de leur alia, ni de leur famille, ni de l'Éthiopie, rien. Non, ni de ce qu'elles avaient vécu au Soudan. Ça n'était pas un sujet... Enfin, c'était un sujet dont on ne parlait pas. C'était un sujet un petit peu tabou. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout l'histoire des Juifs éthiopiens et leur parcours pour arriver jusqu'en Israël, on parle du Soudan, évidemment. C'est vrai que la traversée pour arriver jusqu'au Soudan était terrible pour eux, et pas que. Alors, il y a 2 grandes alias
mais il y en a d'autres. Mais les deux grandes dont on parle, il y a Mivtsa Moshe, qui était en 84, où les Juifs éthiopiens sont partis d'eux-mêmes, sans aucun soutien de la communauté israélienne. Et ils sont partis à pied vers le Soudan. Et au Soudan, la situation se détériorait de plus en plus. Ils étaient dans des camps de réfugiés. Et là, ils ont été soutenus par des communautés juives internationales qui ont fait pression sur l'État d'Israël pour aller les chercher. Et bon, là, il y a eu, comme on connaît les grandes opérations israéliennes, une opération qui a été menée en secret de façon assez extraordinaire. Dont on a beaucoup parlé sur Studio Kalita avec Aline Gutelman et son mari, bien évidemment. Et Georges Gutelman. Georges, qui ont, grâce à leur compagnie d'aviation, ramené 8500 Éthiopiens. Juifs éthiopiens. Et bon, en Israël. Oui. Ouais. Avec des secrets, parce que tout était secret. Hein, oui, tout était. Le Soudan n'est pas un pays très ami d'Israël, donc forcément... On va renvoyer les gens à votre émission d'avant, effectivement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie des femmes qui étaient avec nous dans le groupe sont venues par l'intermédiaire de ces avions de Aline et Georges Gutelman. Et on les a même fait se rencontrer, ce qui était un moment très fort dans notre projet. Et à la suite de ça, il y a eu d'autres sortes d'alias. Il y a eu même des alias il y a eu des alias par petit nombre venant d'Éthiopie jusqu'à la grande Mivtsa, la deuxième qui était Mivtsa Shlomo en 91. Où là aussi, en 3 jours, on a fait venir des milliers d'Éthiopiens. Je dois quand même dire qu'il y a encore des Éthiopiens aujourd'hui, des Juifs éthiopiens qui voudraient venir en Israël. Il y en a plus de 5000 qui attendent toujours que l'État d'Israël accepterait de les faire venir. Il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Et il y en a même qui peuvent venir, mais qui doivent repartir. Enfin, c'est une histoire très triste et aussi un petit peu incompréhensible, mais bon. Alors, ces femmes qui ont raconté leur histoire pour la première fois grâce à votre projet, parce que vous aviez mis toutes les conditions pour qu'elles se racontent. Alors, chacun a parlé de ce qu'il a voulu, de son périple. Pour certains, c'était dramatique, pour d'autres, un peu moins. Chacun en fonction de leur vécu. C'est devenu quoi? Alors, elles ont raconté leur histoire, vous les avez publiées, vous avez créé un site internet? Alors, on a publié leurs histoires, on a publié par écrit, on a monté un site qui s'appelle Sipurim Olim. Qui existe toujours. D'accord. On a aussi une page dans Facebook qui s'appelle aussi Sipurim Olim, où on a publié toutes les choses qu'on a faites. Mais ça, c'est le résultat. Ce qui était intéressant, c'est de parler avec ces femmes tout au long de notre projet et de voir ce qui se passait. Entre la première réunion où elles nous ont expliqué, elles nous ont montré avec la main, en nous montrant la gorge, qu'elles ne pouvaient pas parler, que l'histoire était coincée ici. Et petit à petit, on a vu qu'elles commençaient à parler. Alors ça commençait à Pessah. On leur avait demandé de raconter pour Leila, pendant le Seder. Vous leur avez demandé, oui, carrément, de raconter à leurs enfants, raconter à leurs invités leur histoire. Elles l'ont fait. Elles l'ont raconté à leurs enfants et à leurs parents. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont arrivées toutes seules. Personne ne savait par quoi elles étaient passées. Non, 30 ans, elles n'ont pas parlé. Alors, il y a beaucoup de morts, beaucoup de maladies, beaucoup d'épidémies. Elles ont été confrontées à... On a eu des jours aussi où elles écrivaient sur l'ordinateur et elles étaient chacune avec leur ordinateur. Nous, on les aidait pour les problèmes techniques et puis aussi pour les soutenir. Et ce qui était impressionnant, c'est que des fois, elles commençaient à pleurer. Et une fois, il y en a une qui a pleuré très fort. Et puis après, elle nous a dit, vous savez que c'est la première fois que je pleure parce que ma sœur est morte dans mes bras quand elle avait 4 ans. Ouais, elles ont été toutes traumatisées, elles n'ont pas évacué leur traumatisme. Elles n'avaient pas d'endroit pour le faire. Exactement. Et donc, ça a été quelque chose de très fort. Et ça a continué pendant des mois après, où on a su plus tard qu'il
il y a eu d'autres discussions, d'autres femmes qui ont parlé avec d'autres femmes. Alors, ce projet est très important, c'est pour ça qu'on a décidé de vous donner un petit coup de pouce aujourd'hui, parce que c'est vrai que raconter ce genre d'histoire, ça n'a pas seulement une répercussion pour la personne qui raconte, mais aussi pour son entourage, pour sa famille. Et c'est vrai que aussi pour les gens qui travaillent dans l'éducation, qui accueillent ces petits Éthiopiens qui sont tout jeunes, qui se considèrent peut-être un peu comme différents de leurs voisins, parce que personne ne connaît leur histoire, parce qu'ils n'ont pas d'endroit où parler, faire en sorte que toute la société israélienne connaissent leur périple, connaissent par quoi ils sont passés et les acceptent aussi dans leur ensemble, on va dire, avec leur passé un peu compliqué, ferait de nous, en tout cas, une société plus égalitaire, plus leur histoire, plus leur culture complètement différente, qui est passionnante, hein, parce qu'en réalité... c'est passionnant. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour vous aider, pour aller un peu plus loin? Parce que c'est vrai qu'un projet comme ça que vous avez porté avec cette équipe de 8 personnes à bout de bras, mais tous bénévoles, alors que j'imagine que c'est compliqué de monter, c'est long, c'est beaucoup d'heures de travail. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Est-ce que vous avez besoin d'argent? Est-ce que vous avez besoin d'un soutien logistique? De quoi vous avez besoin? Alors aujourd'hui, on a besoin d'un soutien financier. On aimerait bien... on est prêt à faire partie d'une association ou même on peut être un projet qui soit lié à une grande organisation. On a besoin de contacts avec des organisations importantes qui cherchent à influencer et qui cherchent à marquer, qui cherchent à faire connaître cette histoire. Alors, il y a des gens qui sont intéressés, il y a des villes qui sont intéressées, notamment, il y a une forte population éthiopienne. C'est sûr que leur donner la place qu'ils méritent, ça peut être très intéressant pour eux. J'imagine le sud du pays, Netanya, Petah Tikva, Ramleh, qui seraient prêts à recommencer un projet de ce type. Donc, il y a des besoins, clairement. Ah, clairement. Clairement, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, on attend, parce qu'on ne peut pas faire travailler une équipe... aussi importante, avec des gens qui ont tous besoin de gagner leur vie sur du volontariat, parce que c'est pas 3 heures par semaine. C'est un vrai projet c'est un vrai projet. C'est un projet où, au départ, on imaginait avoir 1 ou 2 personnes à temps plein pour pouvoir faire bouger pour pouvoir faire le projet comme on en voulait. Donc en gros, s'il y a une municipalité, pourquoi pas des matnassim, s'il y a des associations qui ont envie eux aussi de travailler avec des Éthiopiens et de profiter de votre expérience qui est très riche avec cette population, de vous intégrer peut-être à leur équipe, vous êtes partant? On est partant aussi aujourd'hui à faire des projets... un projet comme on a fait à Ramleh, c'est-à-dire un projet avec un groupe de femmes. On a pensé aussi à faire un projet avec des enfants, j'imagine. Des enfants, plutôt enfants et parents d'ailleurs. Enfants et parents, parce qu'on est on va plus vers les adultes. On pense que l'influence va être beaucoup plus importante, et spécialement si c'est les mères qui parlent à leurs enfants que le contraire. Qui parlent à leurs enfants. Moi, j'avais aussi un rêve comme ça. On adore les rêves. Allez-y, Nadine. C'était d'arriver dans les endroits dans les supermarchés, par exemple, où il y a beaucoup d'Éthiopiens qui travaillent. Et je me suis dit, moi, si j'étais le patron de cette entreprise, j'aimerais bien faire quelque chose pour mes employés. Et je me suis dit, là, on pourrait, comme on fait des stages de formation dans certains domaines, faire des stages de Sipurim Olim pour permettre aux employés de raconter leurs histoires. Alors, évidemment, nous, on est ouverts. Hein, on n'est pas obligé de faire que avec les Éthiopiens. On peut faire aussi un mélange de cultures, parce que c'est intéressant aussi de faire parler les gens entre eux et de faire connaître les histoires entre eux. Donc, quand on dit on est prêt à travailler avec des villes, on serait prêt aussi à travailler avec des entreprises qui auraient des entreprises ou d'autres Amoutot. Après tout, les Éthiopiens sont aussi des Olim Khadashim. Pourquoi pas travailler avec Kalita? On ne sait pas aussi. Voilà, certains disent qu'on a quelques similitudes. On ne sait pas. Voilà. En tout cas, j'espère que votre appel sera entendu.
Très bien. Ben, écoutez, on peut toujours nous joindre. Comment on fait pour vous joindre? Sur Facebook, Sipourim Olim? Sipourim Olim sur Facebook. Moi, je suis Nadine Cohen. On peut me joindre aussi sur Facebook. Et vous répondez? Et je réponds. Je suis aussi... je dirige Click Enter. Ouais. Alors, on peut me joindre aussi par là. Par là, il y a mon téléphone. Ok, bah parfait. Mais en tout cas, on vous souhaite... d'abord, on vous dit bravo pour cette initiative. Voilà, une initiative civile. C'est parti juste de vous au départ. Et puis, c'est devenu un vrai projet. Et puis, il y a encore plein de choses à faire. Batzlacha. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Merci. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.